Cette émission vous est présentée par le Village des Valeurs, un incontournable pour votre magasinage. Oh, les belles chaussures! Ben oui, Elles sont belles, magnifiques hein? chaussures, oui, qu'on a empruntées, mais cette semaine chez B2. Oui! Donc, mais tu sais, je Toujours pense des que j'irai beaux avec souliers. celle que tu portes en ce moment. J'adore le bout pointu. J'adore le bout pointu aussi, Ouais. puis je trouve que ça ajoute du chic à cette belle robe-là. Donc, Et voilà. que dire des bas? Et que dire des bas, c'est un Ils sont bel beaux. ajout. Oui. Puis en fait, c'est que le Bourgogne, c'est une couleur qu'on voit qui revient d'année en année. Oui. Donc, c'est intéressant d'aller puncher ça avec un petit noir et blanc qui fait un peu plus 2014, très graphique, qu'on retrouve aussi dans ta boucle d'oreille. Donc, Beau rappel. beau petit rappel. Puis la robe te va magnifiquement bien. La robe Bourgogne ou Bordeaux, la oui. région de la France qu'on préfère. Oui, finalement. exact. Et c'est qui la designer? C'est Jennifer Glasgow, donc oui. qu'on peut retrouver chez Jupon Pressé ici à Québec. Ah, j'adore. Ben, Oui. je suis prête Bonne grâce à toi. émission. Bye bye! Directement des studios de MaTV à Québec, bienvenue à Quatre épingles. Cette semaine, messieurs, l'émission est pour vous. Nico fait les boutiques, question de vous donner quelques trucs tendance. Certains hommes préfèrent se laisser habiller par leur blonde, alors elles, les jumelles Stratis, ont décidé de vous donner 3 petits trucs pour vous, les filles, pour habiller votre chum. Avec Marie-Ève, on va décortiquer les différents termes de la mode. Elle va nous parler du lexique de la mode. Et avec Tania Trudel, à l'atelier décoration, on va confectionner de jolis mobiles pour bébé. Mais avant tout ça, son nom est sur toutes les lèvres dans le milieu de la mode au Québec. C'est un jeune designer prolifique et on le reçoit aujourd'hui en studio. C'est Xavier Laruelle. On le surnomme le Xavier Dolan de la mode et c'est pas peu dire, c'est un designer très prolifique, un designer québécois d'à peine 23 ans qui est avec moi aujourd'hui. Xavier Laruelle, bonjour. Bonjour. Xavier, tu as un parcours assez atypique. Il faut dire que tu as commencé la confection de vêtements à l'âge de 5 ans avec des brocheuses. Exactement. Il y a peut-être une petite pause. Et puis, tu as quitté l'école à l'âge de 16 ans Oui. pour travailler pour la compagnie de décoration d'intérieur de ton père. Oui. Et ensuite, tu as fait des choses un peu à l'envers, un stage chez Martin Lim. Et par la suite, ça t'a donné envie de poursuivre et de suivre des cours de couture. C'est ça? Exactement. Pourquoi ce parcours-là? Ben en fait, la première fois, je pense que j'ai voulu me lancer, j'ai voulu essayer quelque chose, puis je savais que c'est ce que je voulais faire, mais je savais pas que c'était exactement ça. Puis quand j'ai vu l'opportunité de stage pour Martin Lim sur Internet, il fallait que je le fasse, parce qu'il fallait que je passe par là. Puis en même temps, quand j'ai commencé vraiment le stage, là, je me suis vraiment rendu compte qu'il me manquait un gros bagage. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'aller faire des études moins communes que les autres, dans une école qui est pas mal plus à part que le Collège La Salle, Marie-Victorin, là, ceux qu'on connaît. Et ça t'a permis de maîtriser la confection. On le voit dans tes vêtements. Je te le disais tout à l'heure, c'est très important pour toi que la confection soit impeccable. Oui, ben selon moi, moi personnellement, c'est sûr, il y a des vêtements que je porte qui sont un peu moins bien finis, mais mon standard est pas mal élevé. Même quand je magasine avec des amis, c'est très... J'ai un œil très difficile, surtout pour les finitions. C'est des choses qui m'agacent beaucoup. Je crois que quand on achète un morceau de vêtement, il faut que ce soit impeccable, il faut que ça dure longtemps, puis en apparence autant que dans la qualité. Oui, parce que tu es exigeant également sur le plan artistique. Tes Oui. vêtements sont très sobres, mais en même temps, il y a une touche d'audace. On sent vraiment un petit côté rebelle dans tes vêtements. Ouais. C'est ça que tu veux qu'ils ressortent de Si la on ruelle? veut, ben en fait, chaque fois que je pense à une collection, c'est pas mal involontaire. Ça se manifeste tout seul dans ma tête. Puis les finitions, ça vient tout ensemble. C'est vraiment... je sais pas comment ça fonctionne, mais moi, je sais. Ça se passe comme ça. Ça se passe. Tu utilises une belle image. Tu décris ta collection comme une ruelle, donc la ruelle, Ouais. avec plein de fenêtres ouvertes. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai toujours trouvé il y avait une certaine ouverture dans une ruelle, plus que dans une rue, parce qu'on peut voir chez les gens, on peut voir comment les gens vivent. C'est ça, c'est une fenêtre sur la vie des gens.
Puis pour moi, je pense que c'est important aussi de représenter pas seulement un morceau, mais une émotion. Donc c'est vraiment plus une émotion que je peux pas traduire en mots, qui se traduit en images. Dans la création des Exactement. vêtements. Fait particulier, tu as 2 collections, bien sûr, la collection d'hiver, la collection d'été. Ta collection d'hiver, c'est vraiment une collection haut de gamme, alors Oui. comme le vêtement qui est ici en Exactement. studio. Et la collection d'été, c'est vraiment sportwear, qui est d'ailleurs toute vendue. Il faut dire, la collection 2015 qui s'en vient, c'est déjà Oui, parti. c'est Des belles parti. couleurs néon. Explique-nous un peu quelle a été ton inspiration. Pour ça, ça a été vraiment la piscine. J'ai voulu m'éclater un peu dans le genre maillot de bain. C'est pas mal tout du spandex. Donc, c'est des choses qui sont très confortables, lavables en même temps, donc des prix très abordables, entre 50 et 200 $. Puis en plus, c'est comme une exclusivité, si on veut. C'est toujours sorti, si on veut dire, 1 an avant que ce soit supposé sortir dans les magasins. Donc, je pense que pour ça, pour les gens, c'est quelque chose qui est quand même Qui est assez spécial, intéressant. oui, qui est intéressant. Xavier, tu as une belle visibilité malgré ton jeune parcours. La directrice photo du film Sarah préfère la course a porté une de tes robes sur le tapis rouge à Cannes. Oui. Après, l'actrice Sophie Desmarais a porté une de tes robes ici. Penelope McQuaid également. Cœur de pirate. Alors, pourquoi c'est important pour toi, ou du moins intéressant, que ces personnalités-là portent tes vêtements? Parce que ce sont toutes des personnes assez différentes, mais Oui. qui, en même temps, dégagent une énergie qui est peut-être semblable. Bien, elles ont une énergie qui est féminine en même temps. C'est sûr qu'il y a des personnalités qui sont plus masculines, si je peux dire. Mais pour moi, il faut que la personne dégage quelque chose. C'est sûr que quand on reçoit un courriel ou un appel téléphonique qui nous demande une robe pour quelqu'un de connu comme ça, c'est sûr que ça... C'est une belle visibilité. Oui, ça fait du bien. Et même avec Oui. Béatrice Martin, Cœur de pirate, il y a une relation à long terme qui se développe. Tu as quelque chose peut-être à nous annoncer. Là. Il y a quelque chose qui s'en vient. J'espère. J'aimerais ça. C'est sûr que je l'habille pour son prochain vidéo. Pour son Donc, prochain ça, vidéoclip, elle va porter de tes vêtements. Oui, oui, qui a été tourné la semaine passée. Donc, Ah. oui, ça, c'est quelque chose de très... ça, j'ai été vraiment content parce que ça reste en même temps. C'est des choses qui restent. C'est le fun d'un tapis rouge, mais c'est une photo dans le journal le lendemain matin. Mais une vidéo comme ça, c'est une opportunité incroyable. Alors, on va continuer de te suivre. Xavier Laruelle, ta griffe s'intitule seulement La Ruelle. Ruelle. On peut le faire via ton site web et continuer à suivre ton beau parcours, ton jeune parcours, à peine 23 ans, et déjà, on commence beaucoup à parler de toi. C'est super. Merci, Xavier. Merci beaucoup. Est-ce que tu te lancerais éventuellement dans la mode pour hommes? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te... Je ne Peut-être. dis jamais, jamais. On dit jamais non. Mais pour les hommes, on ne magasine pas nécessairement de la même manière que les femmes. Nico, cette semaine, s'est rendu en boutique pour vous, messieurs. Question de vous donner des petits trucs pour bien magasiner et être tendance toujours. L'homme contemporain aime bien s'habiller, mais il aime aussi bien paraître. Aujourd'hui, notre défi, c'est quoi? C'est trouver des vêtements originaux qui sont abordables, qui vont durer longtemps, mais surtout qu'on ne retrouvera pas partout en magasin à grande surface. Hé Max, belle chemise, j'ai la même! Nicolas Jolin de Québec me comprend et c'est à lui que je viens en aide cette semaine. Salut Nico, j'ai tendance à m'habiller dans les grands magasins et j'ai souvent l'impression que les vêtements que j'achète sont toujours du pareil au même. J'aimerais découvrir de nouveaux endroits pour me procurer des morceaux qui font changement et qui dureront longtemps, mais surtout qui restent abordables. As-tu des suggestions? Eh bien oui, je t'amène faire un peu de shopping à la boutique Unité sur la rue Saint-Joseph à Québec. Messieurs, toujours dans l'objectif d'avoir une garde-robe qui a des bonnes bases, le T-shirt blanc, c'est un incontournable. On peut le porter avec un pantalon ou avec un jeans pour une occasion un peu plus sport. Et bien sûr, le T-shirt blanc, on aime parce qu'il est passe-partout. Et attention, ce n'est pas parce que ça vient dans un sac que c'est automatiquement de la cochonnerie. Il faut bien lire les étiquettes et bien s'informer. Donc, ceci, un must. Dans la même famille, mais un peu plus chic, la chemise blanche qui fait partie des bonnes bases à avoir dans sa garde-robe. On va conserver ça longtemps. Même chose, on la porte plus chic ou plus décontractée au besoin.
La différence entre les magasins à grande surface et les petites boutiques spécialisées, c'est souvent la qualité de confection des vêtements, mais aussi l'originalité des vêtements qu'on va y retrouver. Par exemple, un gilet qui nous paraît très basique comme celui-là ici, donc chandail marine très ordinaire. Au niveau de la qualité, on sent tout de suite la différence. Et regardez ici l'embossé dans le tissu. Ça donne un petit côté texturé très intéressant pour un look. Donc, j'adore. Au niveau du pantalon, l'originalité de la coupe ici, donc on parle d'un pantalon Sarwell. Donc, c'est une coupe qu'on voit de plus en plus et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et le détail au niveau d'élastique à la cheville, wow, on aime ça. Je prends. Trouves-tu qu'on dirait un pyjama, toi? L'unité, c'est tout ce que nous sommes et tout ce que nous ne sommes pas. Ben, c'est pas pire. Wow, un veston comme ça, c'est un morceau de résistance dans une garde-robe. Pourquoi? Parce qu'il est gris, donc très, très neutre. Au niveau des détails, on a des belles insertions. Donc, au niveau de la fermeture éclair ici sur le collet, un petit collet très mince, donc très actuel, qui va perdurer dans le temps. Et 2 boutons, on ne peut pas se tromper, c'est vraiment un must. Toujours dans l'objectif de privilégier la qualité à la quantité, un espadrille Grutissac comme celui-là en vrai cuir durera longtemps, mais surtout, il vous permet de faire 2 choses. On le porte dans des occasions plus chic et dans des occasions plus sport. Un beau modèle hybride. Un manteau marine, ça se démode jamais, donc c'est un bon investissement. Celui-ci est très actuel. Un collet assez haut, une longueur assez longue, un peu en bas des genoux pour venir vraiment protéger du froid pour l'hiver. Je l'aime, je l'achète. Ah, Max, du marine, c'est pas mal intemporel, ça. J'ai vu ça, du marine plus à mode. T'étais plus jasant dans le temps, hein? Messieurs, le pied de poule est toujours un must dans une garde-robe et ce modèle-ci, je l'adore. Il est un peu grossi, donc on vient vraiment chercher un aspect plus original qu'à l'habitude. Et au niveau du tissu, donc c'est un coton très, très confortable et très, très doux. Cette chemise-là, c'est un must à votre garde-robe. Alors, messieurs, si je n'ai qu'un seul conseil à vous donner, c'est d'investir dans des morceaux de base. Mais attention, ça ne veut pas nécessairement dire de simplement payer plus cher, ça veut plutôt dire de faire attention lorsque vous magasinez et de regarder consciemment les étiquettes. Sur ce, bonne semaine! Cette chronique vous est présentée par Deux Serres. Il n'y a rien de plus beau qu'un cadeau fait main. Et si vous avez un cadeau à offrir à de nouveaux parents, ben l'atelier d'aujourd'hui va vous être très utile. Absolument. Allô, Tania. Bonjour, Geneviève. Aujourd'hui, on va confectionner des mobiles pour bébés. Oui, bien c'est super facile de juste aller chercher un peu de recherche au niveau de la base et ensuite de ça, bien tous les petits dessins avec les feutrines, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en studio finalement. Oui. C'est vraiment facile à travailler. C'est très utile pour les bébés des mobiles. Absolument. C'est utile. Pourquoi? Parce que les bébés ont besoin d'avoir quelque chose d'attrayant sous les yeux, surtout les 2 premiers mois, parce qu'ils n'ont aucune motricité fine. Donc, tout ce qu'ils ont besoin d'aller rechercher, c'est au niveau du regard pour la curiosité et développer aussi toute leur... pour grandir. Oui, tout à fait. C'est pas seulement utile pour les bébés, même pour les parents qui visitent la chambre à tous les jours, ou même si vous n'avez pas d'enfant, ça peut être un très bel élément de décoration. Absolument. On va pouvoir vous en présenter un peu plus tard. Certainement. Alors, on commence voilà. par quoi? Bien, en fait, moi, je voudrais parler justement communément de la base du mobile pour enfants. Et c'est celui-ci que j'ai créé, donc c'est facile. Nous avons juste besoin de trouver une base. Je vais te donner pour que tu puisses le montrer à la caméra. Finalement, c'est une base où on a fait des trous avec des mèches spécifiques. C'est des mèches à bois, finalement, où on a fait les trous. Et ces bâtons se retrouvent dans les grands marchés, finalement, aussi, qui sont déjà tous taillés et qu'on coupe à la grandeur que l'on veut. Okay. Et c'est ceux-là qu'on va imbriquer dans les trous qu'on a créés dans notre cube. À l'intérieur. Et là, je vois qu'il y a quand même une ouverture là, aux extrémités du bâton. Bien, en fait, les ouvertures, c'est des petites encoches qui ont été taillées et c'est pour raccrocher le fil pour pas qu'il ait à glisser sur le bâton une fois qu'on va suspendre nos feutrines. Ah, OK, d'accord, je vois. Et naturellement, on entre les bâtons Voilà. Exact. en sens contraire. Oui.
OK. Et Ensuite. justement, bon, on peut le peindre la couleur que l'on veut. Et j'ai ici, dans ma petite quincaillerie, le fameux anneau qu'on a utilisé pour faire les posters, affiches Oui. aux extrémités. Bien, c'est la même chose. Pour faire cet anneau-là, c'est pour justement l'accrocher. Alors, si on a fait l'atelier poster, ben on réutilise nos mêmes... Ben oui. les anneaux qui restent. Hein, finalement. pourquoi pas? OK. Ça peut être aussi les embouts les bâtons qu'on a utilisés. Ben Enfin, oui. bref. On réutilise, on aime ça. C'est le fun. Et j'ai ici commencé Mais oui, justement on a un petit l'exemple. mobile. Si tu Je vais le le tiens tenir. bien, je l'ai utilisé avec du fil à pêche parce que c'est élastique et c'est le fun aussi de l'utiliser parce qu'il est transparent si on ne veut pas voir le fil. Et c'est résistant. Mais oui, c'est résistant justement quand c'est idéal que l'enfant ne l'attrape pas. Non, Faut pas que c'est ça. ça Il faut le soit... fixer assez haut naturellement. Il Oui. faut faire attention. Là. Question sécurité, bien Mais sûr. pour justement après ça, voilà, accrocher les gouttes d'eau, on fait juste des petits nœuds. Oui, bien c'est ça. Les petits nuages avec gouttes d'eau, c'est très tendance. On en voit beaucoup en décoration. Mais oui, c'est ça. Alors, on peut le recréer sous forme Oui. de mobile. Et là, tu as fait des nœuds, finalement? Oui, pour j'ai que fait des chaque- nœuds pour chacun puisse tenir. C'est sûr qu'il faut les placer. Ça pourrait être quelque chose de différent aussi qui peut être accroché. Ce que je pourrais proposer, je n'y ai pas pensé de les apporter, c'est de faire avec une aiguille, de coudre justement la goutte d'eau sur le fil pour qu'il soit fixé totalement. OK. Outre, oui, je t'écoute. Bien, en fait, oui, tu mets... Je voulais pas t'interrompre. On a ici un exemple de nuage à découper. Alors, on Mm-hmm. pourrait s'y mettre en continuant à parler parce que il y a Oui, c'est tellement une bonne idée. différentes variétés de mobiles. En fait, on Oui. peut utiliser des branches. Et là, Oui, je trouve ça beau. vraiment mignon. Ça, c'est sûr, c'est pas l'idéal pour les enfants, mais c'est un côté rustique qui fait en sorte qu'on peut l'accrocher sur notre mur de chambre. Oui. C'est quelque chose qui est très joli. Et puis, on peut en descendre vraiment des longueurs que l'on veut, par exemple. Et je trouve ça bien aussi avec la corde rustique. On va chercher notre base avec les bâtons, les branches Oui. qu'on peut trouver dans la forêt. Mais c'est ça ça coûte coûte pas rien. grand-chose. C'est ça. C'est super. Et si on n'est pas très habile, Tania, en boutique à Aube Création, tu nous proposes des mobiles de créateurs québécois. Oui, bien en fait, exactement. Ce sont deux types de mobiles totalement différents et encore là, ils sont décoratifs. Et puis, c'est Lily Graffiti ici qui fait de la couture, qui est spécialisée dans la couture, mais c'est très, très, très joli. Moi, j'adore ça. C'est Oui. un effet romantique aussi, là, avec les oiseaux qui s'embrassent. De beaux oiseaux et de l'origami juste à côté. Encore là, C'est beau. effectivement, avec le papier japonais, c'est Tori Création qui fait plusieurs produits avec justement l'origami. Et c'est quand même très abordable, justement. Ça varie entre 30 et 50 $ par exemple, pour un mobile décoratif. Ah, OK, c'est très bien. Merci Oui, beaucoup, Tania, de plaisir. beaux mobiles. Alors, moi, je vais continuer à découper le nuage parce que je sens que j'en ai pour un petit bout. Mais ça va nous amener à notre prochain reportage. Nico, tout à l'heure, nous a parlé du magasinage pour messieurs. Mais si, messieurs, ça ne vous dit pas plus que ça de courir les magasins et que vous souhaitez que votre blonde le fasse pour vous, si vous êtes chanceux, elle va le faire. Mais les sœurs Stratis ont 3 petits trucs pour elles. 3 petits trucs pour habiller votre chum. J'adore magasiner pour mon chum. Est-ce que tu fais ça subtilement pour changer son style vestimentaire? Genre, prendre des affaires que toi t'aimes au lieu des affaires que lui aime? Ça me fait de la peine que tu penses ça de moi, Caroline, parce que ma job dans la vie, c'est de magasiner. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais magasiner pour lui, je lui achète des choses, puis je pousse son style juste un peu plus loin dans la planète de la mode internationale de Montréal. Tu te prends un peu pour du 7-Up, hein? Ben, en fait, je bois pas vraiment de liqueur. Donc, aujourd'hui, on va vous donner 3 trucs pour magasiner pour l'homme de votre vie. Épousez-la à quelqu'un. Connaître tes tailles masculines. Chez les gars, les tailles de pantalons sont pas pareilles comme celles des filles. Ils commencent à 28 et vont jusqu'à 44, puis il y a une longueur. Donc, il faut connaître les 2 chiffres pour faire un choix plus juste, surtout quand c'est des pantalons serrés. Aussi, il faut savoir c'est quoi la taille du tour de cou. Il y a 2 tailles à savoir, soit le tour de cou puis la largeur des épaules. Ça tombe bien, c'est 2 tailles qui bougent habituellement pas, à moins de sortir avec Hulk. 2. Connaître le style de votre chum.
Un bon truc que j'ai développé pour savoir si mon chum n'a pas vraiment aimé le linge que je lui ai acheté, c'est qu'il est comme toujours accroché dans le garde-robe puis il n'est jamais utilisé. Ouais, c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne communication avec ton chum pour savoir c'est quoi le bon style, sinon ça sert à rien d'y acheter les vêtements, il va pas plus les porter. Une bonne façon, c'est de lui envoyer des suggestions que vous trouvez sur les internets, Pinterest ou sur des sites comme Ton Barbie. Dans le fond, tu voulais juste plugger notre petit frère de l'Internet. Non, en fait, je voulais juste dire que c'est important de lui faire découvrir des boutiques pour savoir c'est lesquelles qu'il aime vraiment. 3. Connaître les magasins préférés de votre chum. Chez nous, qu'est-ce qui fonctionne, c'est d'aller chez H&M. Ils répètent pas mal souvent les mêmes styles, donc on choisit des trucs, puis la garde-robe de mon chum n'a pas besoin de changer vraiment beaucoup. Dans le fond, tu magasines pas mal tout le temps pour ton chum dans collection basic, fait que c'est des affaires qui reviennent tout le temps, fait que tu te trompes pas trop. Ouais, puis sinon, ben j'ai appris à connaître les marques qui lui faisaient bien, puis qui correspondaient à son style. Donc, je vais jamais essayer quelque chose de vraiment YOLO pour lui, surtout quand c'est mon argent. Personnellement, ce que j'aime le plus acheter pour mon chum, c'est des bas. Wow! Non, mais c'est parce que lui, il travaille dans un environnement un peu plus corpo, fait que, tu sais, ça lui permet d'avoir plus de style, tu sais, sans que ça soit too much. Puis, c'est souvent là où est-ce que le bas blesse dans la mode masculine. Tududum. On est les jumelles stratistes de ton petit look et on vous souhaite de bien construire la garde-robe de votre chum. Il existe un nombre infini de termes pour désigner les différentes parties des vêtements. Mais les utilisez-vous correctement? On va voir ça avec Marie-Ève aujourd'hui. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Geneviève. Tu nous présentes aujourd'hui un lexique de la mode. Oui, un petit lexique réduit. On commence tout de suite avec l'encolure. Donc, on se mélange souvent entre l'encolure et le col. Oui, ça c'est vrai. On se mélange souvent. L'encolure en tant que telle, c'est l'ouverture au niveau du cou par où on passe la tête. Donc, c'est un trou concrètement. Donc, c'est juste le trou, le haut du vêtement. C'est le trou, c'est juste ça. Donc, on peut en parler par sa forme. Il y a l'encolure ronde, il y a l'encolure en V. On peut parler d'une encolure asymétrique si le vêtement couvre une épaule et pas l'autre. Et une encolure qui a une petite histoire intéressante, c'est l'encolure bateau, qui crée une ligne horizontale presque droite, qui laisse entrevoir un peu les clavicules. On l'a vu beaucoup dans les marinières. Exactement. Traditionnellement, une marinière a une encolure bateau. Et c'est de là que vient le nom, d'ailleurs, parce qu'en fait, la marinière, bon, on rappelle, c'est ce chandail rayé bleu et blanc. On l'associe, par exemple, à Jean-Paul Gaultier. Mais ça vient de l'uniforme des matelots. D'où, évidemment, la marine, le bateau, d'où vient le nom. Et puis même qu'au 19e siècle, la marine française avait émis des directives sur les détails techniques d'une bonne marinière. Combien de rayures bleues, combien de rayures blanches, l'épaisseur en millimètres de chaque rayure. Donc, c'est très précis. Si précis que ça, OK. Et le col, qu'est-ce que ça désigne exactement? Alors, le col, s'il y en a un, il n'y en a pas toujours un sur le vêtement, se positionne sur l'encolure, mais c'est une construction en tissu. C'est un morceau. Donc, on peut parler, par exemple, de l'encolure tailleur qu'on retrouve sur du col tailleur, je l'ai fait, qu'on retrouve sur les vestons. Donc, il y a un revers qui se croise, qui forme un V. Je pense au col Mao qui monte, qui est droit, qui a une petite ouverture arrondie en avant. Le col roulé. Le col roulé qui revient beaucoup, qui est un col très populaire en ce moment, mais qui a eu une longue histoire et qui a été associé à plein de groupes et de symboles différents. Au 19e siècle, apparemment, il était porté pour les sports de plein air beaucoup et dans l'uniforme des marins, encore une fois. Dans les années 60, il a été récupéré par le mouvement féministe parce que c'est assez unisexe, puis c'était pas associé à aucune classe sociale, c'était neutre. Et puis dans les années 80, c'est devenu un symbole d'une petite rébellion contre le veston-cravate et l'habillement corporatif. Il y a d'ailleurs Steve Jobs, l'ancien patron d'Apple, qui le portait tout le temps. Et pour la petite histoire, il s'était fait créer une centaine de cols roulés noirs par le designer Issey Miyake. Ah oui, OK, je savais pas ça. Mais moi, il y a un col que j'affectionne particulièrement, c'est le col Claudine. C'est tellement beau. Moi aussi, je l'aime. D'où ça vient? Alors, le col Claudine, bon, pour ceux qui ne le sauraient pas à la maison, c'est un petit col circulaire, rabattu, qui est de la même largeur tout le long. Et puis, en avant, il y a des bouts arrondis aussi.
C'est très féminin, c'est très jeune. Parce très qu'on... écolière, un peu, le look écolière. On l'associe aussi aux enfants. Il est présent dans l'habillement des enfants et c'est de là que vient le nom. C'est associé à des œuvres de littérature pour enfants. Donc, en français, le col Claudine, ça vient du titre du livre Claudine à l'école de l'auteur Colette. Ça a été publié en 1900. Et sur la couverture, on voit la petite fille qui va à l'école, qui a son col. Ah oui, ça vient précisément de là. Oui, Okay. et puis en anglais, on parle plutôt d'un Peter Pan color. Et ça vient d'une pièce de Peter Pan qui a été jouée à New York en 1905. Et l'actrice principale, dans son costume, avait le fameux col. Et d'ailleurs, Peter Pan, ça me fait penser à Petit Chaperon Rouge qui a une cape. Mais là, la cape est très tendance cette saison-ci. Mais moi, j'ai toujours appelé ça un poncho. C'est quoi la différence entre la cape et le poncho? Est-ce qu'il y en a une? Oui, ça se ressemble beaucoup. D'abord, pour les différences, on peut parler de leur historique. La cape vient de l'Europe du 16e siècle. C'était un vêtement court, jusqu'à la taille environ, qu'on mettait sur les épaules, qu'on attachait en avant. Là, il pouvait ou non avoir un capuchon. Il pouvait avoir des petites fentes pour les avant-bras ou non. Ça dépendait. Le poncho, lui, vient d'Amérique latine. C'est un morceau de laine dans lequel il y a un trou et qu'on l'enfile par-dessus la tête au lieu de l'attacher. Les couleurs et les motifs avaient vraiment une signification traditionnellement qui désignait le standing social de la personne qui le portait. Une autre différence entre les deux, c'est dans leur patron. Une cape, traditionnellement, ça va être fait d'une pièce circulaire, tandis qu'un poncho, c'est plutôt rectangulaire, le tissu. Bon, ça, c'est traditionnellement. Évidemment, maintenant, les designers réinterprètent autant la cape que le poncho, vont leur ajouter des détails. Ça peut être des cols, des poches ou des petits boutons. Bien, d'ailleurs, les boutons, on connaît le bouton à 4 trous. Et puis, c'est quoi les différentes variétés de boutons? Bon, il y en a quelques-uns. Il y a le bouton barillet ou le bouton bûchette. C'est deux façons de parler des mêmes types de boutons qui tirent leur nom de leur forme circulaire, comme une petite bûche. Donc, ils sont faits sur le long, généralement en bois ou en corne. Ils ont deux petits trous au centre pour passer une corde. C'est comme ça qu'ils sont reliés au vêtement. Donc, ils ne sont pas collés sur le vêtement comme un bouton à 4 trous. Et puis, on les passe dans une autre corde, dans une boucle, pour fermer le vêtement, pour l'attacher. Et ça s'appelle une attache brandebourg. Et le nom vient de l'officier, de l'uniforme des officiers prussiens qui avaient ces attaches-là. Ah oui. Et puis, on retrouve ça maintenant surtout sur le duffel coat, qui est un manteau dont le nom vient de la ville de Duffel, en Belgique. Et puis, c'est un manteau en laine épais avec le capuchon et ces boutons-là. Mais là, à part les manteaux, là, si on parle d'été, est-ce que tu as quelques termes à nous parler en terminant? Un vêtement d'été intéressant, c'est le pantalon capri qu'on connaît, qui est serré. Sûr. Audrey Hepburn, figure emblématique du capri. Qui l'a porté dans ses films, Sabrina, Roman Holidays. Donc, ça a été popularisé à partir de 1945, créé par une designer allemande. Et puis maintenant, on parle de pantalon capri pour un peu tout pantalon qui va avoir cette longueur-là entre le genou et le mollet. Donc, ça s'est généralisé. On peut appeler ça aussi le pantalon corsaire, qui est un autre nom, et qui, celui-là, fait référence aux pirates de Corse. À ne pas confondre le corsaire avec le corsage. Avec le corsage, ça, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est exactement en terminant en 15 secondes? Le corsage, c'est juste la partie du vêtement qui couvre le torse. Tout simplement. Tout simplement. Alors, c'est ça, le corsage. OK. Et là, j'ai l'impression qu'on aurait pu continuer encore comme ça longtemps. Marie-Ève, il y a un lexique infini de la mode. Alors, peut-être qu'il y aura une deuxième version au lexique à 4 épingles. Sait-on jamais. Merci, Marie-Ève. Et d'ailleurs, si vous voulez un complément d'information, on va vous en donner un cette semaine sur notre page Facebook à 4 épingles. Alors, question d'avoir le lexique complet de la mode qui a été abordé aujourd'hui par Marie-Ève. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et revenez-nous en forme la semaine prochaine pour une autre émission de À 4 épingles. Bye bye! Cette émission vous a été présentée par le Village des valeurs. Vos dons en magasin profitent à des organismes communautaires.